Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et c'est moi qui dois désigner quelqu'un pour les tâches que personne ne veut faire lorsque personne ne se dévoue, ou comment se faire détester. Je suis Adrien Joly. Au collège, j'aurais adoré pouvoir choisir C++ comme LV2. Comment vas-tu, Jérémy ? Ça va parfaitement, et toi ? Bah ça va aussi, écoute, très bien. Une belle journée ? Ouais. Est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, nous avons reçu une question de Steve. Steve qui nous dit « Petite question de responsabilité, de hiérarchie et de tact. Je tombe sur un fichier où je trouve des modifications récentes complètement foutraques. Plusieurs VIF, VELS, VShow appliqués de manière croisée sur les mêmes éléments de template, créant un bazar illisible et potentiellement bogué. Bref, une véritable satanerie qui me fait pleurer du sang. Waouh. Rapidement, je me rends compte, grâce à GitLens, que les modifs ont été faites il y a une semaine par mon CTO. Ouh. Qu'est-ce que je fais ? Je fais l'andouille et je signale à l'équipe que le code n'est pas correct sur cette feature, comme si je n'avais pas vu qui en était l'auteur au risque de l'afficher. Je fais l'Avenger et je prends la responsabilité de corriger le code en douce pour épargner son ego au risque de perdre du temps sur ma propre tâche ou de causer moi-même un bug en voulant le corriger. Ou je fais l'adulte et je vais le voir pour lui dire que la feature n'est pas bien codée et qu'il faut la modifier au risque de le vexer et de remettre en question ses compétences. Ou alors, encore, je fais l'autruche et je passe mon chemin au risque de laisser des bugs partir en prod. Alors mon cher Jérémy, est-ce que tu te sens visé en tant que ex-CTO ? Non, moi mon code était évidemment parfait. Oui, j'en doute pas. Et évidemment, c'était l'opinion de toute ton équipe. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit en tout cas. Ouais. En tout cas quand j'avais pas le dos tourné. Ouais, c'est ça. Ah, mais elle est géniale cette question. Elle est géniale parce que, enfin, moi je pense avoir, non, j'ai pas vécu directement le truc, mais j'ai déjà eu ce genre de retour aussi avec des collègues du CTO, du VP Engineering, du manager qui a écrit du code et bon bah c'est pas terrible. Je vais pas aller directement dans ma réponse, mais je peux peut-être essayer de faire un premier diagnostic. À mon avis, parce que c'est bien de se mettre dans les bottes de la personne intéressée, là, en l'occurrence le CTO. À mon avis, ce genre de profil, c'est des gens pour qui la responsabilité principale, c'est pas d'écrire du code, ou c'est plus d'écrire du code. Par contre, ils ont une vision très très claire de qu'est-ce qui est hyper important pour le business quand il y a un blocage. Et donc, je peux comprendre que parfois, ils aient la tentation de dire « Ok, ça, je peux le régler en 10 minutes, en faisant un petit truc vite fait. Comme personne n'a l'air de le faire parce que c'est compliqué de le mettre dans le workflow, etc., de le mettre dans la chaîne de développement, ben je vais le faire moi, quoi. » Donc je crois que la motivation, ça doit être quelque chose comme ça, a priori. Et la question, c'est entre la motivation qui a pas l'air débile et les problèmes que ça pose pour l'équipe de développement, il faut trouver un moyen de régler le problème, quoi. Là, j'ai fait le diagnostic dans les bots du CTO, j'ai pas fait le diagnostic dans les bots de Steve qui nous envoie la question. Ouais. Si je comprends bien, il est frustré parce que le code qu'a écrit le CTO, il est pas bon, quoi. Oui. Donc pas bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il le corrige. S'il le corrige pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ton ressenti, toi, sur la question ? En gros, c'est quoi le problème ? C'est une bonne question. Moi, ce qui me marque, c'est il dit « qu'est-ce que je fais ?» Le pourquoi, souvent, ça marche pas très très bien. Je recommande aux gens d'utiliser comment on va résoudre ce problème. Et pour savoir comment on va résoudre ce problème, il faut savoir quel est le problème. Et ce qu'il dit, effectivement, c'est qu'il y a un bazar illisible et potentiellement buggé. C'est-à-dire que l'impact n'est pas vraiment mesuré, quoi. Alors, bon, il y a un impact en termes de lisibilité, maintenabilité, etc. Et ça, on en a déjà parlé sur l'épisode sur le clean code, je crois. Et potentiellement buggé, ben, il n'y a pas vraiment d'argument ou enfin, de preuve que le code est buggé. Et si c'était le cas, quel est l'impact ? Je travaille sur ça en ce moment. Il y a énormément de endpoints et on ne sait pas vraiment qui les utilise, comment les gens les utilisent et surtout quel est l'impact si ce endpoint il les donne. Donc j'ai demandé à quelqu'un de faire cette analyse et de savoir qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas y accéder. Est-ce que ça va dropper toutes les données de tous tes utilisateurs en prod ? Est-ce que ça va rendre ton service indisponible ? Ouais, est-ce que c'est grave, quoi ? Partiellement, ouais. Totalement. Quel est le niveau de gravité, entre guillemets, quoi. J'ai pas envie de m'étendre sur le côté illisible parce que c'est quelque chose sur lequel on a déjà parlé et je l'invite à revisiter l'épisode. Bon, après, il y a le fait que ça a été commité par le CTO. Bon, c'est un membre de l'équipe. Alors tu dis, il peut avoir une réflexion produit. C'est pas le cas de tous les CTO.
Et il y a aussi des CTO qui sont très hands-on, donc qui contribuent au code. Donc je mets ça en perspective. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un contributeur de l'équipe. En tant que contributeur de l'équipe, je pense que c'est important qu'il respecte les règles de l'équipe. Sinon, on se retrouve avec côté cow-boy solitaire et d'autres gens. Et ça crée probablement une dynamique déséquilibrée, en fait, dans la manière de contribuer au code. J'aimerais bien rebondir sur d'autres trucs que tu as dit. Je pense que c'est hyper important. Le premier, c'est, je sais plus comment tu l'as exprimé, mais en gros, ce qu'il a écrit, potentiellement, ça correspond pas aux standards de l'équipe. Un les problèmes. Et tu as parlé de dynamique. En fait, généralement... Enfin, si j'ai bien compris, tout l'intérêt d'avoir un guide de style, ou en tout cas d'avoir une manière d'écrire le code qui a été formulée, c'est pour éviter des problèmes. C'est pour ça qu'on met en place ce genre de guide. Donc s'il y a une personne qui ne respecte pas ce guide, déjà ça peut causer des problèmes. Mais surtout, ça peut indiquer au reste de l'équipe que c'est OK de ne pas respecter les règles. Donc ça crée un précédent en fait. Surtout quand c'est le CTO, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Donc là, il y a potentiellement un double problème. On n'a pas respecté les règles. En supposant qu'il y avait des règles dans l'équipe, parce que peut-être qu'il n'y en avait pas, et dans ce cas-là, je crois qu'on avait fait un épisode là-dessus aussi. Ouais, exactement, c'est l'opportunité d'établir des règles. Ouais, d'établir des règles, de dire voilà, nous, le code qu'on écrit, il doit être comme ci, comme ça, et on ne doit pas faire ci, et on ne doit pas faire ça. Si ça n'a pas été formulé, c'est un problème déjà. Ouais, en les justifiant. Ouais, tout à fait. Et justement, la justification, c'est ce qui permet de remonter au problème. Qu'est-ce qu'on veut éviter comme risque ou comme problème qui peuvent impacter le business. Et il faut surtout pas laisser quiconque dans l'équipe ou hors de l'équipe aller à l'encontre de ces règles, parce que sinon, ça veut dire que ces règles ne servent à rien. Donc là, je pense qu'à minima, en supposant qu'ils aient défini ces règles de manière d'écrire du code dans l'équipe, déjà, il y a un premier angle d'attaque qui est exploitable dans la discussion avec le CTO. C'est de dire, tu sais, dans l'équipe, on s'est mis d'accord pour utiliser telle règle. Ces règles, elles sont là pour éviter tel problème, tel problème, tel problème. Le code que tu as fait n'a pas respecté ces règles. Je crains que, déjà, ça crée les risques auxquels on voulait prévenir, quoi. Et deuxièmement, ça donne un mauvais exemple pour mon équipe. Donc en gros, ça me coûte en tant que manager ou en tant que team member, en tant qu'équipier, de devoir désapprendre ce qu'ils viennent de constater dans l'équipe, pour pas qu'ils s'en inspirent. Tout à fait. Alors, je sais pas si ça permet de rentrer dans une des 4 cases que propose Steve, qui est l'andouille, l'avenger, l'adulte ou l'autruche. J'ai envie de dire assez logiquement, on va plutôt recommander d'aller faire l'autruche, évidemment. Non, évidemment l'adulte. Après, tout l'enjeu, ça va être de la manière de l'apporter. Oui, effectivement, il propose 4 solutions. Ces solutions sont exclusives pour lui et je pense qu'on n'est pas forcément obligé de les rendre exclusives et d'avancer sur un seul terrain. On n'est pas obligé de dire je prends la responsabilité de régler ce problème et en même temps je vais lui dire. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses qui sont abordées, mais je pense que c'est un exemple et qu'il faut partir de cet exemple et, comme je t'ai dit, déterminer un petit peu le côté critique et les impacts que ça peut avoir sur le business, pour pouvoir le formuler comme un problème. Et sur l'équipe, si je peux me permettre. Ouais, et sur l'équipe, effectivement. Et oui, amener une formulation et une proposition de résolution. On peut travailler sur les deux en même temps. Ouais. Peut-être que même que la solution de l'autruche, elle est bonne. C'est-à-dire que l'impact n'est pas suffisamment critique aujourd'hui pour qu'on souhaite le résoudre maintenant. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit « Je vois beaucoup de problèmes, mais c'est pas toujours le bon moment de les résoudre. » Alors, je les note, je note des solutions. Et au moment où les problèmes arrivent et que les solutions sont en train d'être discutées, j'ai mon carnet de notes, j'ai mon carnet de solutions et je les amène à ce moment-là, en fait. Parce que, mais on peut pas tout résoudre en même temps et c'est important d'avoir des bonnes formulations et souvent, ça dépend du contexte. Donc, tu peux le signaler et tu peux l'ignorer. C'est-à-dire dire, à partir de maintenant, j'aimerais faire comme ça. Je propose de nouvelles règles pour éviter que cette situation se reproduise, mais je ne vais pas régler ce qui est problématique actuellement. On le fera lors d'une séance de refactoring, ou au moment où ça pète, ou je ne sais pas quoi. Je suis absolument aligné avec l'idée que, effectivement, les pistes ne sont pas antinomiques. Ça peut être un peu des 2, un peu de 3, un peu des 4, peu importe. Et qu'il faut séparer la remédiation immédiate de la communication pour éviter que ça se reproduise. C'est 2 choses différentes. Ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression que dans tous les cas, en fait, quelle que soit l'approche qui sera choisie, par exemple, de traiter ou de ne pas traiter le code, je pense que la discussion avec le CTO, elle est importante. En supposant que, il y a des règles pour écrire le code et que tu veux que ton équipe, elle reste dans l'application de ces règles, c'est important de faire comprendre au CTO, attention, tu donnes un mauvais exemple et c'est contre-productif, ça va pas dans le sens d'encourager l'équipe à continuer à œuvrer pour faire du bon code. Ouais. Juste pour prévenir le fait que ça devienne pas une habitude, en fait, pour le CTO de faire ça.
Après, ça dépend de ta capacité à communiquer et ta proximité avec le CTO, comment tu t'entends avec lui et comment tu es capable de lui dire les choses. En tout cas, ce que j'inviterais à faire, Steve, c'est de se mettre à la place du CTO qui va recevoir ce commentaire avant de lui dire. C'est-à-dire juste au moment où il a préparé ce qu'il souhaite dire, c'est s'il était à la place du CTO, comment il recevrait ce commentaire, juste pour peut-être adapter sa formulation. Ouais. Et une deuxième chose, c'est il y a dans les différentes directions qui ont été proposées, il y a la première, c'est l'andouille, c'est signaler à l'équipe que le code n'est pas correct et ou comme si je n'avais pas vu qui en était l'auteur, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut éviter de faire du code shaming en général, pas se focaliser sur qui ou quoi, mais se focaliser sur les problèmes en fait qui sont la conséquence de ce mauvais code, et pas le code en lui-même, parce que ça peut rapidement braquer les gens. Si on peut se permettre de commenter le code en disant machin a fait du code dégueulasse, etc., ça peut créer un précédent aussi, et tout le monde peut se mettre à dire « Ah ouais, mais le code de X, le code de Y », et là, ça crée une dynamique où ça devient très très compliqué d'avancer. Donc je ne partirai pas sur le côté code shaming, parce que ça génère vraiment une ambiance délétère, je trouve. Bah là, pour le coup, l'andouille, c'était justement l'inverse du code shaming. C'était de faire comme si on ne savait pas qui a écrit ce code. Ce qui, pour le coup, je trouve un peu de mauvaise foi, parce que tu sais très bien que quiconque sait utiliser Git trouvera l'auteur du code et se fera une opinion. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors pourquoi le cacher Bon, on sait qui est l'auteur, et à la rigueur, je suis d'accord pour dire peu importe qui l'a fait, c'est pas la question. Ouais. En tout cas, peu l'importe du point de vue de l'équipe. Si c'est un problème, il faut le corriger. Ouais. Si c'est pas un problème, on peut décider de le laisser. Par contre, pour moi, ça ne remet pas du tout en question l'idée que si en tant que personne de l'équipe, si possible en tant que tech lead, enfin je sais pas, quelqu'un qui représente l'équipe, trouve que c'est problématique, il faut quand même qu'il y ait une discussion avec cette personne. Et là, c'est plus du code shaming. On a vu qu'un team member ou quelqu'un de hors de l'équipe a fait quelque chose qui n'a pas respecté les règles. On va pas le blâmer, par contre, on va avoir une discussion avec lui. Ouais. Pour dire, ok, est-ce que tu es au courant qu'on a un guide de style ? Est-ce que tu es au courant qu'on essaye de s'améliorer et que ce travail-là est une régression ? Ça, c'est une discussion à avoir en privé. Ouais, mais je retourne sur l'aspect code. Enfin, je parle vraiment du code shaming. L'idée, c'est de ne pas s'attacher au code, mais aux effets qu'il produit. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est vraiment se mettre plus dans cette dynamique-là, c'est-à-dire ça arrive toujours qu'il y ait du code mauvais. D'ailleurs, en fait, si tu regardes ton code de toi il y a 6 mois, il était probablement mauvais. Ton code de tes collègues, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, je partirais pas sur l'idée de se focaliser sur le code, mais de se focaliser sur les conséquences et le problème que ça va engendrer, en fait. Ouais. Est-ce qu'on n'essaierait pas de résumer les pistes qu'on a proposées à Steve ? Tout à fait. J'avais attaqué par ça, et en fait, t'as presque clos par ça. Je pense qu'effectivement, on est d'accord sur le fait qu'il faut avoir cette conversation en privé avec Steve, a priori. Ouais. Enfin, qu'une personne ait une discussion. Mais pour avoir cette discussion, les techniques de CNV est toujours une bonne manière de structurer sa pensée et pas arriver avec un shotgun. Et surtout, se mettre à la place du Steve. Essayer de se mettre dans sa peau, se dire pourquoi il a fait ça, quelle aurait pu être sa motivation. Il avait sûrement une motivation qui était plutôt saine, et donc voilà, éviter de faire une maladresse dans cette communication là. Deuxièmement, il faut choisir une approche de est-ce qu'on va corriger ou pas corriger. Ça appartient à la manière de vivre de l'équipe, hein. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'application du guide de style ou des guidelines, je sais pas comment on traduit ça en français, de l'équipe. Comment on se comporte quand il y a un truc qui est pété, est-ce que c'est ok de le laisser, pas le laisser, et pour ça, il faut, à mon avis, arriver au problème. Qu'est-ce que ça risque de causer comme problème ? C'est ça. Ce qui a été écrit là. Si on se rend compte que le problème, il n'est pas si grave que ça, et qu'il y a d'autres priorités qui sont sur le feu, peut-être qu'on peut accepter de dire on ne va pas le corriger. Ouais. Mais encore une fois, ça n'enlève pas l'idée qu'il faut avoir à un moment donné une conversation adulte avec le CTO. Ne serait-ce si on veut éviter que ce genre de situation se reproduise. Parfois, c'est même juste comprendre, poser des questions. Ouais. Ça a été fait comme ça, j'ai l'impression que ça peut avoir des problèmes, ça peut générer des problèmes. Il y a une raison particulière sur le fait que ça a été fait de cette manière-là. Tout à fait d'accord. Mais ouais, super intéressant. Merci pour cette question. Et vous, est-ce que vous avez des CTO qui commentent avec le cul ou si c'est le cas, je vous invite à commenter, à nous dire votre pire expérience de CTO coding qui a généré des bugs en prod. Et puis Steve, n'hésite pas à nous tenir au courant de comment la situation évolue, ça nous intéressera de le savoir. Si tu as des questions pour suivre cet épisode-là, on sera ravis de les traiter aussi lors des prochains épisodes. Et pour les autres, sachez qu'on serait aussi ravis de répondre à vos questions lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour ça, il suffit de se rendre sur notre site, le sav.tech,
et de remplir le formulaire. Vous pouvez décider de rester anonyme ou mentionner votre prénom si vous voulez qu'on l'incluse dans l'épisode. Bref, c'est vous qui choisissez. Merci Jérémy, merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode du SAV La Tech. Merci Adrien, merci à tous, au revoir. Ciao.